Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Lorsqu'en février 2018, le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud fut contraint à la démission en raison de ses nombreux scandales, c'est à lui qu'est revenu le pouvoir. Il s'appelle Cyril Ramaphosa, un riche homme d'affaires, un homme d'appareil. Mais que dire de ses premiers pas de chef d'État à la tête de l'Afrique du Sud? Sont-ils à la mesure des enjeux et de ses promesses? L'Afrique du Sud va-t-elle véritablement renouer avec la croissance pour reprendre sa place de première puissance économique du continent? Quels sont aujourd'hui les rapports des forces politiques en présence à 6 mois de la présidentielle de 2019? 3 invités avec moi pour en parler. Jean-Claude Félix Chikaya, vous êtes chercheur à l'IEPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes expert en géopolitique, géostratégie, vous êtes par ailleurs sociologue, mais vous connaissez très bien le continent à la fois de par votre parcours personnel, mais aussi de par vos origines familiales. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Guy Mafimba, vous gestionnaire des systèmes d'information et vous connaissez aussi le continent puisque vous l'observez très bien, mais vous avez aussi de grandes et de réelles capacités d'analyse politique dont vous ne ferez pas ici dans cette émission. Merci Monsieur Mafimba d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et j'ai avec moi ma consoeur Sadio Morel Kanté, journaliste préfacier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Devenir président de la République, ce n'est pas un sommet à atteindre, c'est s'engager surtout pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, disait Cyril Ramaphosa à sa prise de fonction. Mais que dire des premiers pas de l'homme, du chef d'État à la tête de l'Afrique du Sud? C'est un sujet de la rédaction signée Graziella Chakunte. Je déclare Cyril Ramaphosa, élu président de la République. Il faisait partie des plus doués de la nouvelle génération, selon Nelson Mandela. Le 15 février 2018, Cyril Ramaphosa prend les rênes de l'Afrique du Sud au lendemain de la démission de Jacob Zuma, empêtré dans des scandales de corruption. L'ancien syndicaliste et homme d'affaires promet alors de rompre avec une période qu'il qualifie de sombre. Mais est-il le mieux placé pour revoir en profondeur le compromis historique dont il a été l'un des principaux architectes? Quel regard sur ses premiers pas en tant que chef de l'État? Décryptage. C'est sans doute sur la promesse de s'attaquer à la corruption que Cyril Ramaphosa a emporté la mise. Mais la mission est de taille tant le mal est endémique. Il promet de révéler tout ce qu'il sait au sujet des malversations dans les hautes sphères de l'État et une commission judiciaire d'enquête spéciale est mise sur pied. Cette année, nous nous engageons à appliquer une politique et une gouvernance plus éthiques. Pour célébrer les 100 ans de la naissance de Nelson Mandela, nous ne faisons pas qu'honorer le passé. Nous construisons le futur. Une volonté affichée et assumée de trancher avec l'ère Zuma, une ère qui a fait du tort au parti au pouvoir, l'ANC, qui entre 2014 et 2016 a perdu plus de 16 millions d'électeurs, mais aussi et surtout à la nation arc-en-ciel. Mais pour l'opposition sud-africaine, le malaise est bien plus profond. Nous n'avons pas de problème avec Jacob Zuma, nous avons un problème avec l'ANC. Nous sommes à une période où nous avons besoin d'avancer, de tourner la page. Nous avons besoin de renouveau afin que les Sud-Africains au chômage puissent trouver du travail, que les affamés puissent se nourrir, que les déscolarisés puissent retrouver le chemin de l'école. Monsieur Ramaphosa, nous vous souhaitons bonne chance, mais nous vous demanderons des comptes. Rendez-vous aux urnes en 2019. Pour l'heure, les indicateurs semblent favorables au président Cyril Ramaphosa. La bourse de Johannesburg a repris des couleurs et les engagements d'investissement affluent. Cette tendance se poursuivra-t-elle? L'homme fort de la nation arc-en-ciel n'a plus que quelques mois pour convaincre, la prochaine élection présidentielle étant prévue en 2019. Jean-Claude Félix Chikaya, nous avons rappelé les conditions et les circonstances dans lesquelles Cyril Ramaphosa a pris le pouvoir en février 2018. Que pensez-vous de ses premiers pas
d'homme d'État à la tête de l'Afrique du Sud? Ces premiers pas sont encourageants. Il est devant une complexité extraordinaire. Hein. Monsieur Zuma, qui est parti donc, en tout cas rattrapé par sa gestion opaque et confronté à de nombreuses affaires qui ont plus que défrayé la chronique, il est devant plusieurs dilemmes. Il doit être le gouvernant aussi, pas seulement de son pays, mais de plusieurs mutations, notamment idéologiques, changer de prisme, changer de paradigme, aussi bien au niveau de l'ANC, qui a une vision dogmatique qui est un petit peu ancienne, un petit peu usée, marxiste, léniniste, la version Mandela. Aujourd'hui, une bonne partie de la population de l'Afrique du Sud n'a pas connu l'apartheid, par contre connaît les avatars et les effets, les conséquences de l'apartheid. Et eux aussi, quelle que soit leur couleur, je dis bien quelle que soit leur couleur, ont plus la même vision idéologique liée au marxisme, liée au marxisme-léninisme, comme dans le monde. Donc lui, c'est un homme d'affaires, mais aussi attaché à l'histoire politique et idéologique de l'ANC. Donc il a 3 chantiers, entre guillemets. Faire réussir son pays. C'est la mission que lui a conférée. En termes économiques, en termes sociaux, en termes ethniques, en termes raciaux, même si les races n'existent pas, mais aussi au niveau du leadership dans BRICS, au niveau du leadership au niveau du Commonwealth. Et l'Afrique du Sud est un pays puissant, africain, et au niveau sur le plan mondial. Vous dites quelque chose d'intéressant, mais qui ajoute aussi au défi que doit relever le président sud-africain. Vous pensez que l'ANC doit faire sa mue en termes idéologiques? Alliés et contraintes. Pour évoluer vers quoi? Quelles sont les configurations possibles? Chaque membre de l'ANC doit se réformer sur le plan intellectuel et sur le plan politique, d'où la difficulté. Revoir la lecture du monde et la lecture de l'Afrique du Sud, qui ne peut plus être vue à l'aune de la lutte contre l'apartheid. Nous sommes post-apartheid, mais aussi nous sommes dans une vision nouveau monde avec X et nouveau monde avec un S, mais une nouvelle Afrique du Sud, qui est confrontée à des défis là patents devant eux. Et l'ANC est quand même limitée sur le plan des propositions. Donc là, ils sont encore devant parce qu'il y a comme un réflexe historique qui emmène la majorité des votants mince, parce qu'ils ont perdu plusieurs millions d'électeurs à voter ANC, mais rien ne dit que dans quelques mois, s'il n'y a pas cette mutation intellectuelle, ces réussites économiques, sociales, les réformes que cela doit accompagner, et vraiment avec une vision arc-en-ciel, pas seulement sur le plan des couleurs, mais aussi sur le plan ethnique, il est devant des défis extraordinaire. Je pense que c'est l'homme idoine, l'homme qu'il faut, mais il y a encore 2 semaines, il était obligé de remercier son ministre du Commerce et des Finances. On reviendra justement sur les scandales à répétition qui secouent le microcosme politique sud-africain. Monsieur Mafimba, une évidence, les manifestations à répétition ont quand même cessé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ça veut dire quoi? Qu'il bénéficie tout simplement encore d'une période de grâce? Je dirais tout simplement qu'en regardant la séquence tout à l'heure, j'ai retenu trois faits marquants. On a parlé de monsieur Cyril, du président Cyril Ramaphosa comme étant l'un des plus doués de sa génération. C'est Mandela qui le dit dans ses mémoires. Ils ont parlé aussi de Ramaphosa comme étant un des acteurs qui a négocié le compromis politique historique. Donc il a une légitimité historique aujourd'hui pour essayer, comme l'a dit tantôt M. Tikaya, d'asseoir une espèce d'accalmie par rapport aux frustrations que tient l'aile Julius Malema. Et en plus, on a parlé aussi d'un 3e fait marquant, qu'il lui-même il a dit, qui vient là pour redorer l'éthique dans la gouvernance politique en Afrique du Sud. Ce qui arrive à dire que ce monsieur, véritablement, il a le profil. Mais les conflits, les attentes sont telles que, la complexité des problématiques sont telles que, aujourd'hui, ces premiers pas sont relativement rassurants. Je dirais sur le plan interne, mais je garde ma soif. Parce que je suis encore un peu extrêmement réservé sur le plan du rayonnement continental et international de l'Afrique du Sud. Pourquoi je le dis? Parce que au-delà de M. Ramaphosa, nous parlons là de l'Afrique du Sud.
ça. La deuxième puissance économique du continent, le plus compétitif, puissance politique, puissance puissance militaire. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, au-delà de ses missions, on va dire internes, a une mission continentale. Parce que la croissance de l'Afrique du Sud, le progrès de l'Afrique du Sud, la résolution d'un certain nombre de problématiques ne viendra aussi que de la manière avec laquelle ils vont exporter leur modèle de développement, ils vont exporter leurs valeurs. Dont a incarné l'icône Nelson Mandela. Sadio Morel Kanté, on retient l'homme idoine, dit Félix Tchikaya, c'est l'homme de la situation, dit M. Mafimba. Osons les questions. Peut-on imaginer que lors de la présidentielle de 2019, finalement, l'ANC fasse bloc derrière l'homme et que les rivalités que nous avons connues un peu avant février, un peu avant son arrivée au pouvoir, ne ressurgissent plus? Bon, moi, je crois que déjà, Cyril Ramaphosa est celui on peut dire de lui qu'il est le retour de l'éthique politique avec une éducation après la transition de Zuma, qui est un autodidacte. Donc, il a le devoir, et je pense aussi la capacité, de ramener à ce niveau éthique, moral, sociétal, à l'ANC et l'Afrique du Sud. Malema ne pense pas la même chose que vous. On pense que Malema, bien sûr. De ses richesses, je rappelle quand même, c'est un milliardaire et que, évidemment, ça porte c'est clair qu'à un moment, ils fouilleront comment Ramaphosa a pu faire pour avoir, en très peu de temps, près d'un demi-milliard de dollars d'avoir personnel. Et il a ses amis qui sont autour de lui, qu'il a mis trop près de lui aussi dans l'appareil de l'État. C'est sûr qu'il y aura des fouilles. On espère qu'on ne trouvera rien de grave, parce que si on en trouve, ça sera grave. On rappelle que Thabo Mbeki est parti de la tête du pays et de l'ANC pour moins que ça, et que Zuma est parti pour bien pire que ça. Donc Cyril Ramaphosa a le défi d'être propre et clean jusqu'au bout. Mais c'est à dire. Nous revenons sur la question éthique et notamment sur la question. Voilà. Donc la vraie question c'était est-ce que l'ANC, effectivement, étant donné l'accalmie qu'on observe dans ce pays, est-ce qu'il est envisageable que l'ANC, on se souvient des rivalités entre lui et Madame Dlamini Nkosazana Zuma, peut-on envisager effectivement que l'ANC fasse bloc finalement dans la perspective de la présidentielle de 2019? Ils sont obligés. Ils sont obligés parce qu'il y a les jeunes pousses comme Malema qui, bien qu'ils ont fait des petits scores, sont dans la perspective, beaucoup plus dans la perspective de l'attente de la jeunesse sud-africaine que ceux qu'on appelle, ceux qui sont proches de Mandela, Thabo Mbeki, Zuma, qui sont plus ou moins dans l'établissement plutôt que dans le populisme de Malema, qui est en quelque sorte la boussole indicateur des pauvretés, parce qu'il y a quand même 50% de personnes en Afrique du Sud qui n'ont accès à rien, ni l'éducation, ni l'eau, ni le courant. Voilà, sensiblement. Oui. Donc, et que le taux de chômage est quand même de 30%, que Malema est en train d'attiser, il joue des ficelles de ce côté-là. Je crois que en dehors de ça, il a ce défi-là donc de tenir vraiment les rênes du pays, mais je pense que l'aile Zuma, Dlamini Zuma, et tous ceux qui sont au sein de l'appareil à l'ANC sont obligés. Ils sont condamnés à s'entendre, même si et à le soutenir. Et à le soutenir et à faire que le parti reprenne de la hauteur. Comme il y a à l'époque de Mandela. Pour que reviennent au BK, enfin en tout cas à la maison, les militants qui sont partis. Parce que, comme l'a dit Félix, il y a une question de nouvelle mentalité qui s'est imposée en Afrique du Sud. Autant il y a un moment, il y avait beaucoup de ruraux qui n'aspiraient pas à grand-chose, mais maintenant, il y a eu beaucoup qui sont éduqués et qui sont devenus des urbains avec d'autres exigences politique, sociale et tout ce qu'on veut, et qui donc on doit tenir compte de ces gens-là pour une nouvelle configuration politique et sociale et économique de l'Afrique du Sud. Félix Tchikaya,
évoquons les problèmes tels qu'ils sont. Il y a ce que peut le président Cyril Ramaphosa, ce qu'il veut, mais il y a aussi la réalité. La réalité, c'est que la population sud-africaine, estimée à 56 millions d'habitants sensiblement, est composée de 79% de Noirs, de 9% de Blancs. Le reste, des Métis et les Indiens. Et on sait, ce n'est plus un secret, que les leviers économiques, le pouvoir économique est détenu par la minorité blanche. Vous ne pouvez pas transformer radicalement une société quand vous n'avez pas le pouvoir économique. Y a-t-il là une espèce de fatalité à laquelle l'Afrique du Sud est condamnée, ou bien les mutations sont-elles possibles aujourd'hui, effectivement, pour que peu à peu le pouvoir aussi arrive dans les mains des Noirs qui ont la volonté et qui sont animés par le volontarisme politique de changer les choses? Ce qu'on peut dire, c'est que le chômage qui touche entre 27 et 37% de la population. Oui. Les Noirs sont majoritairement touchés par le chômage. Les Métis aussi, à 50%, oui, qui habitent aussi avec les Noirs et les Indiens. Les personnes blanches ont deux inquiétudes. Même les plus volontaires, ceux qui ne sont pas racistes. Racistes, bien sûr. Sont pour aussi la réforme agraire. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais M. Ramaphosa, il sait qu'avec le monde économique, on parle économie. Excusez-moi, c'est pas être sur un cynisme, c'est la réelle politique, oui, qui va l'emporter. Quelqu'un qui possède ne va pas laisser pour seulement partager. Donc il doit osciller entre M. Ramaphosa, entre imposer donc des contraintes économiques d'un meilleur partage, mais avec une vision aussi d'homme d'affaires, mais une vision libérale. Tout à l'heure, on parlait de justice et d'éthique, oui, et là, on pense à John Rawls ou les grands économistes qui étaient pour une justice et une économie juste. Et là, c'est tous les mécanismes mentaux et économiques sur lesquels il faut travailler. Oui. C'est-à-dire qu'une bonne partie de l'économie est pour une toute petite minorité, donc blanche. Oui. Donc s'il n'y a pas un partage, ça va arriver toutes les frustrations raciales, toutes les frustrations... Est-ce qu'il y a des signes encourageants aujourd'hui qui montrent qu'on peut évoluer vers une meilleure redistribution? Le seul problème, c'est que les chiffres d'il y a 2 mois parlent d'une inflation, d'une récession, d'une croissance. Le FMI parle seulement peut-être entre 0,8 1,4 ou un peu plus. 1,3 en 2007, 1,4, 1,7 en 2018. En 2018. Donc, les chiffres ne sont pas très encourageants, mais c'est tout un processus. Donc, il doit embarquer avec lui un monde économique qui est petit en nombre, mais qui est agissant et qui est quand même ce qui donne, entre guillemets, la puissance économique à un pays, mais qui laisse de côté une bonne partie de la population majoritaire et qui, historiquement, il faut gagner ce levier, parce que ce levier racial, il doit être aussi un levier économique. C'est, voilà, nous sommes dans un monde arc-en-ciel, comme disait Mandela, mais on est plutôt dans le moment de l'inverse, là. Monsieur Mafimba, vous connaissez l'Afrique du Sud pour y avoir séjourné plusieurs fois. Oui. La réalité aujourd'hui, c'est que dans le cadre d'élections démocratiques, donc quand on prend la règle de la majorité, on aura toujours, excusez-nous, un noir élu président de la République, puisque les autres sont minoritaires. Mais y a-t-il aujourd'hui des signes qui laissent penser que cette société peut connaître tellement de mutations que les Noirs pourront voter pour un Blanc et les Blancs pour un Noir, fondamentalement, de façon à ce que le rêve de Mandela, qui est donc celui de voir son pays mélanger et transcender les différences raciales, puisse être réalisé? Oui, tout à fait, tout à fait. Les dernières élections locales l'ont démontré. L'ANC a perdu des grandes villes comme le Cap et autres. Moi, j'y ai séjourné. Aujourd'hui, si les gens votaient mécaniquement par rapport à la couleur de la peau, le Cap ne peut pas être perdu par l'ANC. Non, il y a une prise de conscience véritablement, parce qu'il y a aussi une génération qui est arrivée, qui a étudié. Ce qu'on oublie aussi, ce qu'on oublie, c'est un bémol pour Ramaphosa. Oui. Ramaphosa a bénéficié de la discrimination positive. Ce qui a permis à Ramaphosa de... Parce que il y a beaucoup d'autres comme lui. Il y a même Mopessé, je pense, qui est un des plus grands milliardaires. L'objectif, c'était de faire en sorte que les groupes miniers, les groupes miniers et autres, les banques,
puissent reverser 10% de leur capital à des intérêts noirs dans l'ANC. Je sais pertinemment, par exemple, qu'il y a une chaîne hôtelière qui est une chaîne hôtelière de l'ANC. Mais on a mis des noirs là, mais c'est l'ANC qui a utilisé des fonds pour prendre le contrôle de ces chaînes hôtelières. Donc, ce qui fait que, par rapport à votre question, cette évolution est tout à fait possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche de la population noire qui s'est enrichie. J'ai été en Afrique du Sud, j'ai fait... Il y a une nouvelle bourgeoisie noire une bourgeoisie noire qui existe. Malheureusement, cette bourgeoisie est en train de se comporter comme le noir de l'apartheid. Comme les blancs de l'apartheid. Voilà, c'est ce que j'ai vécu. Parce que tu les vois un peu plus distants, ils regardent de haut ceux qui sont dans les townships. Et bien entendu, Malema a surfé sur cela. Ce qui fait que, pourquoi je pense que Ramaphosa a le profil? Il a bénéficié de la discrimination positive. Il a été un syndicaliste. Il sait pertinemment qu'il faut un équilibre entre les milieux financiers et les attentes et les exigences de la société. Donc il trouvera, étant un fin négociateur politique, il pourra trouver le compromis, s'il faut appeler ça le compromis économique et financier pour... je propose, avec la permission de ma consoeur, qu'on marque une courte pause. Vous me rejoignez. Parce qu'on n'a malheureusement pas assez de temps. Mais on revient dans quelques minutes pour la suite de notre émission. À tout de suite. À tout de suite. Non.